Bonsoir et merci de vous retrouver pour cette première édition d'information de la soirée sur le Oula. Voici le sommaire. 7 avril, journée mondiale de la santé. Chez nous, cette journée est célébrée sous le signe de la santé maternelle et néonatale. Reportage à suivre à l'hôpital des enfants de Rabat. Zoom sur un art décoratif bien de chez nous, le Zellige, un patrimoine riche de plusieurs siècles d'histoire, une pièce maîtresse de l'architecture marocaine et un savoir-faire inimitable. Et puis nous irons à Ifrane pour la clôture de la 7e édition de l'Akhawain Short Film Festival, un événement qui célèbre la créativité cinématographique des jeunes. L'expérience pionnière du Royaume du Maroc en matière de réponse aux défis posés par les conflits et leur impact sur le développement durable, mise en avant à Tachkent en Ouzbékistan dans le cadre de la 150e Assemblée de l'Union interparlementaire. Intervenant lors des débats, le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Rachid, a indiqué concernant la question du Sahara marocain que certaines parties ont pris l'habitude d'exploiter les forums internationaux pour soulever la question du Sahara marocain en dehors du cadre de l'Organisation des Nations Unies et du processus onusien, qui reste donc le seul cadre légitime pour traiter ce différend régional artificiel. Une telle attitude déviante traduit des positions qui ne participent pas du souci de défendre les intérêts des populations, d'une volonté réelle de contribuer aux efforts visant à parvenir à une solution politique à ce différend régional artificiel, a-t-il précisé. Le président de la Chambre des conseillers a également affirmé que le Maroc défend avec une ferme détermination les principes de respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États. La santé maternelle et néonatale au cœur de la campagne nationale de communication lancée ce lundi 7 mars à l'occasion de la Journée mondiale de la santé sous le slogan « Un suivi de grossesse précoce et régulier pour préserver la santé de la mère et du bébé », l'INDH, en collaboration avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale, lance une plateforme d'apprentissage en ligne en vue de promouvoir et instaurer des comportements et des pratiques qui favorisent une santé et une nutrition optimale pendant les 1000 premiers jours de la vie de l'enfant. Reportage à l'hôpital des enfants de Rabat, reportage signé Yassine Mourafiq, Abir Mellouki et Zakaria Moukhibillah. À peine née il y a quelques jours, cette nouveau-née est admise à l'hôpital des enfants de Rabat pour des soins intensifs. Née prématurément, cette nouveau-née souffre d'une malformation au niveau de la jambe. La solution est de consulter un ostéopathe pour la suite de la prise en charge. Cette nouveau-née souffre d'une malformation au niveau de la jambe. La solution est de consulter un ostéopathe pour la suite de la prise en charge. Pour les médecins, l'examen clinique stipule que le cas de ce bébé nécessite un suivi médical urgent. À la lumière de ce diagnostic, il sera décidé s'il y aura recours à la chirurgie. La prise en charge précoce est impérative pour remédier à la situation. Ce cas de malformation nécessite une hospitalisation. Il faudra procéder à des examens poussés afin de détecter d'éventuelles d'autres malformations. Le recours à la chirurgie sera sans doute de rigueur. Alors, afin de prévenir et de prendre en charge de tels cas, une campagne nationale de communication sur l'importance du suivi et des soins prénatals est organisée au niveau national. Objectif, consolider les acquis et améliorer les performances afin de réduire les risques durant les 1000 premiers jours de vie. Les études ont montré que les 1000 premiers jours, qui commencent de la grossesse jusqu'à 3 ans, sont très importants pour la suite. Si on prend soin du bébé, il sera en bonne santé à l'âge adulte. Ces soins prénatals peuvent être décisifs pour éviter certaines maladies. Cette campagne de sensibilisation sur l'importance des soins prénatals vise ainsi à instaurer des comportements et des pratiques qui favorisent une santé et une nutrition optimale pour l'embryon et le bébé. Des efforts qui ont permis au Royaume de réduire le taux de la mortalité néonatale de 38% durant la période entre 2010 et 2016.
Ce 7 avril marque aussi un triste anniversaire, la commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. C'était il y a 31 ans. Aujourd'hui encore, on continue à honorer la mémoire de plus d'1 million de Tutsis tués d'une manière atroce dans tout le pays pendant une période de 100 jours. À Rabat, l'ambassade du Rwanda au Maroc a organisé une cérémonie placée cette année sous le thème « Se souvenir, bâtir ensemble ». Écoutez à ce propos l'ambassadeur du Rwanda au Maroc, Shakila Kazimbaya Inumtoni, au micro de Rachid Yiken. Mon message aujourd'hui, 31 ans après le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, c'est de dire que le monde doit être plus sérieux. Après l'Holocauste, on a dit plus jamais ça. Quelques années plus tard, il y a eu le génocide des Tutsis au Rwanda. Aujourd'hui, on voit encore des signes de génocide à travers le monde. Même dans notre propre région, la région des Grands Lacs africains, pas loin du Rwanda, en République démocratique du Congo, il y a des populations qui se font tuer parce qu'ils parlent Kinyarwanda. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a encore du chemin à parcourir. Ça veut dire que les gouvernements, les peuples doivent tous mettre leurs efforts ensemble pour que le plus jamais ça ne soit pas qu'un slogan, mais vraiment des actions concrètes pour s'assurer qu'ensemble nous bâtissons un monde plus juste, plus tolérant et que nous continuons le chemin du développement ensemble. L'actualité internationale reste dominée par la situation catastrophique à Gaza. Israël poursuit ses bombardements aveugles sur l'enclave palestinienne. La défense civile dans la bande de Gaza a fait état d'au moins 44 personnes tuées dans de nouveaux bombardements aériens israéliens, dont 21 à Khan Younes dans le sud de la bande. Selon le ministère de la Santé du Hamas, jugé fiable par l'ONU, plus de 1300 Palestiniens ont été tués depuis la rupture de la trêve le 18 mars. Et puis en visite en Égypte, le président français Emmanuel Macron apporte son soutien au plan arabe pour Gaza, s'opposant fermement au déplacement de population face aux ambitions de Donald Trump. Les deux dirigeants ont appelé à un retour immédiat au cessez-le-feu et à une reprise de l'aide humanitaire pour les près de 2,5 millions de Gazaouis, dont la quasi-totalité ont été déplacés au moins une fois par les combats dans le territoire assiégé. Les présidents français et égyptiens ont été rejoints par le roi Abdallah II de Jordanie pour un sommet à 3. Direction à présent les États-Unis, où le centre et le sud du pays est balayé par de violentes tempêtes et tornades. Le Tennessee a été le plus durement touché, avec 10 morts enregistrés dans l'ouest de l'État. Le Kentucky et le Missouri déplorent 2 décès chacun, tandis que l'Arkansas, l'Indiana et le Mississippi comptent 1 mort chacun. Les écoles sont fermées dans plusieurs États affectés par les tempêtes, y compris à Nashville, la capitale du Tennessee. Quelques 110 000 foyers étaient toujours privés d'électricité dans 5 de ces États. Retour chez nous, un concours de lecture à voix haute a été organisé au profit des collégiens d'un groupe scolaire à Rabat. L'idée étant de permettre aux élèves de tester leurs compétences de lecture et de présentation orale en public. L'initiative vise aussi à inciter les jeunes à donner plus d'importance à la lecture. Le reportage est signé Saïd Jassim, Mariam Benzikri et Zakaria Moukhenbillah. Si elles s'amusent, si elles sont heureuses. Assurés et enthousiastes, ces élèves déclament à haute voix des textes littéraires choisis. Une prestation quasi théâtrale, les élèves donnent du ton et du relief pour lire ces extraits d'œuvres littéraires. De la pitié pour la pauvre fille maltraitée. Sous le regard bienveillant d'un jury spécialisé, ces collégiens présentent le fruit de leurs efforts pour perfectionner leur art oratoire. Et visiblement, le résultat est bien au rendez-vous. 4 jours après le fait, l'expiation arrive et des clodos. Je suis agréablement surpris de voir le niveau des élèves et leur maîtrise des textes. Cela nous rassure quant à la relève. À travers ce concours, nous encourageons les élèves à lire et à se cultiver. La lecture peut être bénéfique aux jeunes en façonnant leur personnalité et en les encourageant à s'ouvrir.
Chacun d'eux resta glacé en retrouvant sa propre pensée. La rivalité était rude entre les participants. Outre l'aspect compétitif, le fait de déclamer son texte avec confiance permet à ces jeunes lecteurs de travailler leur confiance personnelle. La compréhension du texte littéraire et la transmission de ses valeurs par le biais de la voix est une autre compétence développée par les candidats. Je suis ravie d'avoir remporté le premier prix. Je me suis beaucoup préparée à ce concours, environ un mois durant. Cette compétition aura donc permis aux élèves d'affiner leur technique d'expression orale et de présenter des textes littéraires en public. En les incitant à renforcer leurs connaissances, ce genre d'événement ne manquera pas de susciter des vocations chez eux et entretenir le désir d'en apprendre davantage. Il incarne un héritage civilisationnel qui traverse les âges. Je vous parle du zlige, composante essentielle de l'identité marocaine. Un savoir-faire qui joue un rôle important dans l'architecture marocaine, ornant sols, murs, fontaines, mosquées, bâtiments publics. Perçons à présent le secret de cet élément décoratif dans ce reportage à Marrakech signé Mu'tasim Billah El-Bouazaoui, Iman Ablou avec Abdel Ilal Cheb. Dans les riads somptueux comme dans les demeures modernes, le zlige marocain est une pièce maîtresse, une partie intégrante de l'architecture. Technique décorative hors pair, le zlige est fait de mosaïques en terre cuite émaillée. Il s'impose encore aujourd'hui comme l'une des plus anciennes traditions artistiques du monde arabe. Il n'y a pas de maison marocaine qui ne dispose pas de zlige, de marbre ou de céramique. Ce sont des éléments décoratifs incontournables qui font partie de notre identité. Au fil des siècles, l'artisan marocain a fait montre d'un génie exceptionnel et d'un goût raffiné, à travers l'harmonisation des couleurs et la diversité des formes géométriques. Une identité forgée à travers les siècles. En effet, l'origine du zlige remonte au Xe siècle, à l'époque de la dynastie des Zénètes, qui ont introduit ces techniques dans la région de Fès pour devenir un art ornemental sophistiqué et hautement stylisé. L'histoire du zlige remonte à il y a environ 10 siècles, avec une évolution au fil des dynasties régnantes. Les techniques ne cessaient de se développer depuis le règne des Almoravides, des Almohades et plus tard des Saadiens, des Mérinides, jusqu'aux Alaouites. Et ces petits carreaux de céramique émaillée font merveille partout au Maroc. Tout visiteur n'a qu'une envie, percer le secret de cet élément décoratif qui épouse si joliment l'identité marocaine. Je viens très souvent à Marrakech et je suis toujours impressionné par l'art marocain, surtout les aliques qu'on voit dans toutes les couleurs, et même modernes aussi là-bas, mais aussi les trucs plus traditionnels. J'aimerais bien en avoir chez moi, à ma maison à Luxembourg. Ce qui est impressionnant dans la culture marocaine, comparé à ce que je connais moi en France, et on a quand même beaucoup d'artisanat en France, mais ce que je vois ici sur l'artisanat marocain, c'est tout bonnement incroyable. Il y a un tel niveau de finesse, de travail, de ciselure, que ce soit sur les métaux, sur le bois, une telle finesse dans la création. Je trouve pas ça en France, quoi. Une passion marocaine qui traverse les siècles sans jamais se démentir. Un art intemporel qui se raconte et se réinvente. On passe au sport. CAN U17. Le Maroc affrontera l'Afrique du Sud en quart de finale. L'équipe nationale du Maroc des moins de 17 ans a validé son ticket après sa victoire 3-0 face à la Tanzanie hier au stade El-Bachir à Mohamedia. Face à des Tanzaniens ultra défensifs, les lionceaux de l'Atlas ont longtemps peiné avant de faire sauter le verrou de la zone adverse et s'assurer une victoire haut la main. Ben Mokhtar a ouvert le score à la 76e minute alors qu'Abdallah Ouazzane a corsé l'addition par un doublé à la 81e et 84e minute.
permettant à l'équipe marocaine donc de terminer en tête de son groupe avec 7 points. Cette qualification en quart des finales des Lionceaux de l'Atlas est également synonyme de billets validés pour la prochaine Coupe du Monde U17 qui se jouera au Qatar. Et puis le coach national Nabil Baha a notamment indiqué qu'il faut plus d'efforts pour espérer glaner le titre. Nous l'écoutons. Moi, j'ai une entière confiance en mon équipe. Le résultat qu'on a fait contre l'Ouganda, il a été positif. Ensuite, on a joué une équipe de Zambie qui est une bonne équipe aussi. On a fait 0-0. 3 matchs, on ne prend pas de but et on en met 8. Je pense qu'il ne faut pas douter de cette équipe. C'est une équipe qui va monter en puissance. Moi, j'ai jamais douté parce que je sais que j'ai des très très bons joueurs et je ne le dis pas parce que j'ai gagné 3-0. Je l'ai dit déjà quand j'ai commencé avec cette équipe au mois de février de 2024. Je savais que j'avais des très bons joueurs et je savais qu'en travaillant, en les préparant, on allait arriver sur cette Coupe d'Afrique avec un gros potentiel et avec des aspirations très hautes. Voilà, rappelons que Maroc-Afrique du Sud se jouera jeudi prochain à 20h au stade Bachir à Mohamedia. Du football au sable du désert, le Marocain Rachid El Morabiti s'est adjugé la deuxième étape de la 39e édition du Marathon des Sables, disputée aujourd'hui entre les localités d'Oued Tijhirt dans la province d'Al-Rachidia. Après son cadet, Mohamed El Morabiti, qui a remporté la première étape la veille, Rachid El Morabiti s'est imposé lors de cette étape de plus de 40 km en 5h54 minutes 35 secondes. Il a devancé de 1 minute 17 secondes son frère Mohamed El Morabiti de 5 minutes 5 secondes, son compatriote Hamid Yeshou. Et puis en image, la victoire hier de Mohamed El Morabiti lors de la première étape disputée entre Jbel Irs et Oued Tijhirt dans la province d'Al-Rachidia sur une distance de 32 km. Mohamed El Morabiti s'est imposé au bout de 2h20 minutes 29 secondes, suivi de près par son frère Rachid El Morabiti qui a signé un chrono de 2h21 minutes 37 secondes et de Hamid Yeshou, troisième avec 1 minute et 34 secondes de retard sur la deuxième place. Et puis chez les dames, c'est Marilyn Kesh qui s'est imposée à l'issue de la première étape. La Française a parcouru cette étape en 2h58 minutes 22 secondes avec une avance d'environ 10 minutes sur sa poursuivante immédiate, la Marocaine Aziza Al-Amrani, qui a signé un temps de 3h08 minutes 12 secondes. La 38e édition a été, rappelons-le, remportée par les Marocains Rachid El Morabiti et Aziza Al-Amrani. C'est un festival qui célèbre la créativité cinématographique des jeunes étudiants issus des écoles et instituts de cinéma du Royaume. La 7e édition de l'Akhawaïn Short Film Festival s'est clôturée à Ifrane. Le grand prix est revenu à la jeune réalisatrice Inès Leher pour son film Abdallah, une histoire familiale ancrée dans un village près de Ben Guerir. Ahmed El Fadili, Maria Oued. Des récits, des histoires et des tranches de vie racontées et filmées comme autant de témoignages de ce que fut l'histoire du Maroc, comme une volonté de tisser des liens intergénérationnels entre nos ancêtres disparus et les spectateurs. Parmi ces petites pépites cinématographiques, Abdallah de Inès Leher, l'histoire d'une migration et d'un retour aux sources, celle d'un grand-père dont la dernière volonté fut d'être enterré dans sa terre natale, dans un petit village non loin de Ben Guerir. On a découvert des films magnifiques qui sont venus de plusieurs écoles en Afrique et spécifiquement les écoles marocaines. Ça a été magnifique de découvrir des univers différents, mais ils avaient tous une couleur particulière qui est qu'ils étaient profondément ancrés dans la culture marocaine, profondément ancrés dans le Maroc, dans le langage du Maroc. Autre temps fort de ce festival, l'hommage rendu à la réalisatrice et productrice Isa Djennini,
connu pour son engagement et son militantisme chevronné. D'ailleurs, son dernier film, Makboulin, ne passe pas inaperçu puisqu'il raconte une page d'histoire marocaine entre 1952 et 1968. Celle de 20 moines venus de Toulouse pour construire un monastère dans le village de Toumlilin. Un film bien documenté, parsemé d'images d'archives et balayé de paysages couleur rouille. C'est la deuxième fois d'ailleurs que Ifrane me rendait hommage. Avant, c'était le Festival du Cèdre. Et puis, j'étais très heureuse. Et comme ça tombait très bien, le film étant terminé, et offrir la possibilité de montrer le film aux gens de la région, qui étaient tous concernés par cette expérience des moines de Toumlilin, c'était formidable. Un festival qui met en lumière une jeunesse émérite, audacieuse et talentueuse, qui chacune à sa manière raconte avec force et sensibilité la grande et la petite histoire d'un Maroc pluriel qui donne toujours matière à penser. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée et à demain.